Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs. Merci d'être parmi nous. Nous sommes comme d'habitude très heureux de vous retrouver autour de cette table. Et moi encore plus aujourd'hui parce qu'il y a un revenant. Vous savez qui c'est? Devinez qui est là ce matin. Bonjour. Beaucoup de gens se sont demandé où tu étais passé. Et on n'a pas donné de réponse. On n'a pas donné de réponse. Tant mieux, il faut garder quelques secrets quand même. Ouais. Très heureuse de te revoir, Saïd. Saïd Jafar. Huffington Post. Huffington Post. Il n'a pas changé de fonction depuis. Non. Si ça continue, je vais être obligée de dire où il était. Un journal qui est beaucoup sur les thèmes de société. En effet. En effet, on en reparlera dans un petit instant. Il y a El Qadi Hussein. Bonjour. Maghreb émergent, Interface Média. Et puis, Abed Chérif. Bonjour. Journaliste indépendant, auteur. Alors, c'est pas à défaut d'avoir essayé d'avoir des femmes. Aujourd'hui, j'en voulais, je vous assure que j'en ai fait des efforts, mais elles travaillent toutes. Il faut expliquer que c'est une émission de journalistes. Donc c'est des femmes journalistes. Ben oui, c'est clair. En Algérie, peu de gens travaillent, mais ceux qui travaillent sont celles qui travaillent. Sont celles qui travaillent, voilà. Alors les femmes travaillent. C'est bien pour vous. Hein. Aucune réaction ce matin. Où est l'eau? Non, on peut dire un mot, Sohila. On peut dire que le CPP se tient grâce à mademoiselle Sohila Felkali, qui est la grande administratrice. Soumia, pardon, je dis Sohila. De l'administration. Non, je corrigerai après. Et grâce à Mélisa Verdeb, qui est notre community manager. Donc la féminisation est. Mais bon. Bien sûr. C'est dans le cliché. C'est le raz de marée. Il sourit, donc c'est beau, quoi. Ça va. Il sourit encore, c'est beau. Le fait de la semaine, rapidement, une image, une actualité, une information qui vous a marqué. Saïd, c'est toi qui vas commencer. Ben Gardan, l'attaque terroriste à Ben Gardan, qui pose aussi bien pour la Tunisie que pour l'Algérie de graves questions sécuritaires. Et sur l'Algérie, par exemple, on peut partager l'idée que la doctrine sécuritaire, c'est ne pas de se mêler de ce qui se passe à l'extérieur, mais tu as beau sécuriser toute ta frontière et laisser 500 kilomètres de frontière tunisienne avec la Libye sans protection, tu ne te protèges pas. Voilà. C'est un vrai débat. En effet, nous en avions parlé la semaine dernière et je pense bien que nous avions anticipé même ce qui allait se passer en Tunisie et c'est terrible. Hussein. C'est terrible d'anticiper, effectivement. Parce que la semaine d'après, on ne peut plus parler du même sujet. Voilà. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, à moins que, nous verrons bien. Ban Ki-moon, l'image de la semaine pour moi, c'est Ban Ki-moon à côté de Hamel et de Sellel pour parler des violences faites aux femmes sur le continent africain, à l'hôtel Horaci cette semaine. Ça fait d'Alger une capitale extrêmement moderne. Oui, c'est bien. Ben Gardan, je pense que c'est l'événement de la semaine et ça aurait dû être le thème de l'émission. Ah oui. Il dit une chose et son contraire à Abed. J'ai toujours du mal à le cerner. Non. Bon, alors c'est parti. La question aujourd'hui sur laquelle nous allons débattre, c'est: la société algérienne est-elle plus conservatrice à la fin des années Bouteflika qu'au début? C'est quand même aussi bien que de parler de Gardan aujourd'hui. Le POUL, c'est-à-dire POULS, c'est les droits des femmes, le discours politique et religieux, notre rapport avec la religion ou notre religiosité, pour paraphraser Qadi Hussein, l'islamisme dans le monde réel de Kamel Daoud, de tous ces indicateurs, messieurs, lesquels vont être tranchants dans votre analyse. Hussein. Difficile de sortir un critère pour évaluer les années Bouteflika. Enfin, les années Bouteflika, il faut juste voir que il y avait un projet modernisateur dans les années Boumediene. Les années Boumediene sont des années de modernisation forcée de la société algérienne, au pas de charge. D'ailleurs, on ne s'est jamais suffisamment penché sur les effets de cette période-là. Est-ce que ça n'a pas contribué aussi un peu à faire émerger plus vite la résistance islamiste et les atavismes conservateurs? C'est un débat, peut-être qu'on va l'aborder. Dans les années Bouteflika, il n'y a pas un projet clair. Donc, il ne nous donne pas la possibilité
de choisir un élément d'évaluation, est-ce qu'il a modernisé ou pas. On peut, en mettant bout à bout un petit peu tous ces mandats, se dire qu'il a voulu faire du statut de la femme un marqueur. Dire, sous les années Bouteflika, le statut de la femme a évolué. Je pense qu'il y a une certaine continuité de ce point de vue-là. Voilà, faux ou pas, après on est là. Disons que quand on essaie de faire le bilan, c'est pas l'organisation de la semaine de travail, par exemple l'histoire de la réforme du week-end, sur laquelle moi j'aurais des choses à dire. Ce n'est pas le traitement de l'islamisme dans la société, ces débordements de toutes sortes. C'est la question de la femme. Ce serait ça l'indicateur. Bon, alors quel est le bilan de Bouteflika sur cette question? On peut effectivement en discuter. Oui. Abed? Dans les éléments de la modernité, moi je pense qu'il manque les deux facteurs les plus importants manquent, ou le facteur le plus important dans ces critères-là manque, c'est la femme au travail et à l'école, à l'université. Pour moi, c'est le critère fondamental. Et sur ce plan-là, indépendamment de ce qu'a fait le gouvernement, ce n'est ni à cause ni grâce à Bouteflika, indépendamment de ce que faisait le pouvoir, la société algérienne a avancé. Il y a plus de femmes au travail. En effet. L'idée de la femme qui travaille, qui va à l'école, s'est définitivement installée au sein de 95% de la société. Il n'y a que vraiment à la marge où l'école est encore refusée. Vraiment, là, c'est totalement marginal. Au travail, ça reste un peu plus vaste, mais c'est en train de se rétrécir. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental par rapport à la société que là où elle était, mais bien plus loin que Bouteflika. D'où vient la société algérienne, celle des années 60 et 70. On peut chiffrer ce que tu dis, hein. Tiens, j'en ai noté quelques-uns. Plus de la majorité des diplômés en Algérie, on est à plus de 50%, c'est-à-dire 50,9 précis. On est à 51% des diplômés sont des femmes. Ça, ce sont des chiffres de l'ONS, de l'Office national des statistiques. En 2014. Non, on va essayer de pousser la réflexion. C'est pareil pour la formation professionnelle. On est à 32,6%. Seulement 5,5% des femmes sont sans diplôme. Pourtant, les postes décisionnaires sont arrachés par les hommes. On se pose des questions. Les postes décisionnaires ne représentent que 1,6% de l'emploi féminin contre le double pour les hommes, 2,9%. Ça pose un certain nombre de questions. On parlait à l'instant des droits des femmes. Moi, je voudrais revenir sur ces droits qui n'ont pas été arrachés pendant toutes ces années, mais donnés. Ça veut dire qu'on peut les récupérer aujourd'hui par le président de la République. C'est pour ça que je te disais finalement, effectivement, il y a une réalité, celle-là, qui dit que le président a évolué sur un certain nombre de questions, mais là où le bas blesse peut-être, c'est qu'on peut prendre l'exemple des femmes en politique, et il est édifiant pour moi. Là où le bas blesse, c'est qu'aucune des femmes qui ont évolué, aucune des femmes élues, par exemple, ne l'ont été sur des revendications féministes. Ça donne réellement une image un peu de la régression, je pense. Ça n'avance pas aussi vite que l'on voudrait. Et c'est la faute à qui? En fait, il faut faire la différence. Ce qui est important, c'est 51% de diplômées femmes. Elles sont sur la tendance lourde, beaucoup plus importante que toutes les âneries que peut émettre un Hamadèche ou un type semblable. C'est ça le plus important. Quand tu me parles, toi, des gens qui sont élus, c'est comme si subitement on se mettait, à cause des femmes, de donner du crédit à l'Assemblée nationale. On partage généralement l'idée que c'est pas de vraies institutions, qu'elles sont là pour la composition, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ils sont là pour accomplir un certain rôle, et donc ce n'est pas important. L'histoire des quotas. L'histoire des quotas aurait dû servir. C'est ça, je voulais en venir là. L'histoire des quotas, par exemple, aurait dû servir à ces femmes à s'imposer davantage et à défendre des intérêts. Ça tient pas. On en a parlé autour de cette table quand il y a eu cette décision. Et il y a qui se sont prononcés, qui ont accueilli favorablement cette décision. Moi, j'étais de l'autre côté. Ça ne pouvait pas évoluer favorablement parce que la base était faussée.
C'est tout. C'est-à-dire que tu parles de l'Assemblée, de la composante de l'Assemblée de manière générale. Voilà. L'espace politique est un faux semblant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre comme critère actuellement. Tant qu'on a, parce que la question, c'est le changement politique réel. À ce moment-là, on aurait une représentation peut-être moins importante des femmes, mais beaucoup plus sérieuse. Et ça renvoie à la situation politique générale. Il y a toujours ce décalage entre ce qu'est la société algérienne et ce que chacun de nous souhaiterait qu'elle soit. Ce qu'est la société algérienne aujourd'hui, si on regarde le Parlement avec sa composante, le nombre de femmes qu'il y a, c'est une mauvaise représentation de la société. Fausse plutôt, mais si mauvaise. Fausse. Il n'y a pas autant de femmes engagées en politique qu'on en trouve au Parlement. Donc, il y a un vrai décalage. Maintenant, est-ce que l'ère Bouteflika a favorisé ce décalage ou pas? Bon, le président Bouteflika a trouvé des artifices pour avoir plus de femmes dans la représentation politique, mais il n'en demeure pas moins que leur rôle, de mon point de vue, n'a pas beaucoup avancé sur le plan politique. Par contre, il a avancé ailleurs. Et ça dépend, je ne sais pas, c'est peut-être dû au parcours de chacun, d'où il vient. Vous êtes peut-être des citadins, la jeunesse, aussi, votre enfance, etc. Vous êtes des citadins, vous aviez un regard sur la société, sur la ville. Moi, je viens d'un milieu rural. La femme n'avait pas d'existence du tout. Et historiquement, il faut rappeler certaines choses. Bonnes ou mauvaises, ce n'est pas important. Les filles n'allaient pas à l'école dans les années 60 et jusqu'au début des années 70. Ce n'était pas la religion, c'était la tradition qui empêchait d'aller à l'école. Historiquement, les islamistes ont mis des hijabs aux filles et ils les ont envoyées à l'école. C'est ce qui s'est passé dans les campagnes. Ça, c'est la sociologie de l'Algérie. Peu importe comment on peut la juger. C'est du réel. Et ensuite, il y a eu cette massification à la fois du hijab et de la scolarisation. Il faudrait peut-être voir s'il y a un lien. À mon avis, il n'est pas très fort, mais il est réel, il existe. Maintenant, ce que ces filles qui sont allées à l'école dans les années 80, 90, qui sont aujourd'hui dans le monde du travail, qu'est-ce qu'elles ont fait de tout ça? La déperdition est énorme aussi. Tout n'est pas rose dans cette histoire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu de l'émancipation? Est-ce qu'il y a eu de l'émancipation pendant toutes ces années, alors que en termes de législation, on a bien évolué, même s'il reste énormément à faire, mais on a bien évolué. Le contrôle social est toujours aussi fort. Je ne saurais pas dire si c'est les plus forts ou pas, mais le contrôle social est très puissant sur les individus. Et en fait, parce que la question c'est est-ce que la société algérienne est plus conservatrice ou moins à la fin des années Bouteflika qu'au début? Le simple fait qu'on se pose la question, c'est qu'il y a un doute, c'est clair. Il ne peut pas y avoir de modernisation sans un projet de modernisation. Quel est le projet de modernisation du pouvoir politique? J'ai évoqué Boumediene. Boumediene en avait un. Boumediene avait par l'industrialisation, par les valeurs de la révolution algérienne, etc. Il en portait un. Les années Bouteflika n'en a pas. Il a essayé de faire de la question de la femme un actif de bilan. Parce qu'il doit quand même avoir cette conviction que les femmes doivent occuper. Mais il a lâché la main sur l'évolution de la société. Or, de mon point de vue, le vrai facteur d'évolution, parce qu'en fait, c'est le capitalisme qui a modernisé. Tout ce qu'on dit, c'est pas Bouteflika, c'est le capitalisme. C'est la demande de marché. L'élan de l'école, c'est un élan qui vient elle est gratuite en Algérie. Donc, c'est le capitalisme. En Égypte, les femmes, voilà, c'est un pays peut-être plus traditionnel que nous. Le projet de modernisation dont tu parles, est-ce qu'il n'est pas aussi ou il ne doit pas aussi être porté par un mouvement, par des femmes, par la société? L'évaluation, c'est dans l'espace public. Dans la continuité de ce qu'il dit, le président Bouteflika n'avait pas un projet modernisateur. Il voulait juste, on revient aux fondamentaux du CPP. Bouteflika voulait être au pouvoir. Et s'il fallait accompagner une société qui régresse, il l'aurait fait. Il l'a fait. S'il fallait accompagner une société qui avance, il l'aurait fait. Donc il n'avait pas de projet. Ce qui fait que c'est la société qui a imposé sa propre évolution. Oui, et dans tout ça, il faut aller dans le détail dans tout ça. Il y a une évolution qui est extrêmement contradictoire. La société algérienne,
peut pas dire qu'elle a avancé ou elle a reculé, elle a éclaté. Il y a des pans de la société algérienne qui sont au niveau Daesh, niveau saoudien, des pans qui sont niveau algérien, des pans qui sont niveau européen. C'est très différent, c'est très inégal. Et donc, on a plusieurs sociétés. Ça donne cette impression de variété. En fait, ce qu'il faudrait ajouter quand même, c'est que Bouteflika arrive après une décennie d'affrontements, de polarisation, d'affrontements violents entre les islamistes et, disons, en plan idéologique, pour ne pas rentrer, et les laïcs, républicains, etc. Et donc, quand il arrive, comment on résout la crise? On ne la résout pas par un audit du régime ou bien du système, on la résout par une forme d'arrangement entre les gens qui ont des armes, et on tait tout, on tourne la page, et la contrepartie, en réalité, moi je pense, la contrepartie, c'est que le système politique ne change pas, mais la société fait ce qu'elle veut. Et vous avez le fameux discours de Bouteflika, celle qui porte hijab porte, celle qui porte le mini porte. Et donc on est une sorte où le régime dit « moi je reste », mais la société fait ce qu'elle veut et je contrôle ceux qui menacent le régime politique, pas plus. Et on en est dans cette situation, c'est pour ça que on a cette évolution contradictoire, et dont parle Abed. Effectivement, il y a du Daesh, il y a de l'islamisme banal. Beaucoup de bigoterie aussi. De la bigoterie. Et même, moi, je dirais, de l'obscurantisme. C'est-à-dire avec des retours sur des pratiques médicinales contre voilà. Donc, on est dans cette situation. On va en parler. Alors, si tout est allé en déclinant, si je suis un peu ton analyse, notamment. Moi, je suis plutôt d'accord avec Abed. D'accord. C'est contradictoire Moi, je voudrais vous poser une question. Comment est-ce qu'on peut mesurer cette régression? Est-ce qu'elle n'est pas amplifiée? Est-ce qu'elle n'a pas simplement trouvé des canaux d'expression grand public qu'elle n'avait pas auparavant? On peut prendre l'exemple de Ngawes, la pub Ngawes, qui est désolante pour l'image de la... On peut prendre l'exemple Hamedesh, on peut prendre l'exemple de Shamsou. Sur Nahar TV. Oui. Abed. C'est un discours. Il faut admettre une chose, c'est que ce type de discours existe. Il a son pendant aussi de l'autre côté, on n'est pas des Arabes, on n'est pas des musulmans, l'islam a été importé. On a dans la société algérienne et sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui ces débats se déroulent sur les réseaux, avec une âpreté beaucoup violente. Il y a de tout, et je pense que, à mon avis, la société perçoit moins brutalement les choses que nous qui sommes un peu dans la sphère médiatique. On a tendance à croire que la société est complètement en ébullition sur ces thèmes. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas forcément. Elle le vit tranquillement. En fait, la question qui, à mon avis, s'emboîte tout de suite après ce qu'a dit Saïd, l'État, le pouvoir politique lâche l'affaire parce qu'il sort des années de terrorisme, et donc il privilégie sa perpétuation, et il dit à la société, tu t'organises, tu te débrouilles sur ces questions-là. La question, c'est lorsque l'État abandonne une vocation d'agent modernisateur, qui, de mon point de vue, devrait exister dans un pays retardataire comme celui de l'Algérie, comme l'Algérie. Il faut voir d'où on vient. Il n'y a pas besoin d'en parler longtemps. Il y a une fonction de mission, entre guillemets, modernisatrice de l'État dans un pays comme l'Algérie. Quand l'État, quelque part, pour des raisons de compromis politiques, etc., abandonne cette tâche à la sortie des années 90 et de la violence militique. Je ne vais pas te faire l'offense de parler de guerre civile devant toi. À moins qu'on décide d'en faire un sujet. La question, c'est est-ce que la société algérienne, c'est quoi la pente naturelle? C'est d'aller vers le progrès ou c'est de retomber dans... C'est ça. Quand on lâche, quand on n'a plus ce rôle-là, est-ce que la société algérienne glisse par pente naturelle vers la régression sociétale ou plutôt vers le progrès? En fait, elle est plus homogène. Comme dirait Abed, on est dans les fondamentaux du CPP. Un État qui ne dispose pas d'une légitimité suffisante et forte ne peut pas être un agent de modernisation. Il est un acteur de la conservation, mais n'est pas un acteur de la modernisation. La régression, alors là je vais mettre les pieds dans le plat, la régression
moi, l'indicateur qui permet, de mon point de vue, d'évaluer un petit peu, quand même, la modernité, étant entendu que les autres facteurs sont des facteurs lourds qui évoluent dans le temps, la scolarisation, l'emploi, etc., c'est l'occupation de l'espace public. Il n'y a pas suffisamment de mixité de genre dans l'espace public algérien. Dès qu'on va à l'étranger, c'est la première chose qui déboule dans le paysage, les femmes dans l'espace public. Les Algériennes, de ce point de vue-là, aussi en lâché la place. Les Algériennes en lâché la place. C'est le regard, c'est un regard qui est erroné. Je viens directement. Il y a un hiatus. Il n'est pas erroné parce qu'il n'est pas fini. Il est erroné si tu restes. Il est erroné si tu restes. Il y a un écart anormalement important entre le niveau de scolarisation, le niveau de revenu, la tendance à l'évolution de l'employabilité des femmes, parce que de ce point de vue-là, il y a encore de gros retards, entre ce que devrait être, compte tenu du PIB de l'Algérie, compte tenu des revenus des femmes, compte tenu de leur niveau d'instruction, ce qu'elles sont et leur occupation de l'espace public. Pourquoi j'ai parlé d'Europe ? Il faut aller en Tunisie au Maroc. Il faut aller juste en Tunisie et au Maroc. Nous n'y sommes pas. Voilà. Reprends-le là, c'est le moment. Non, mais je pense qu'ils se trompent. En Tunisie et au Maroc, ce que nous voyons de la Tunisie et du Maroc, ce sont des espaces qui, par définition, sont ouverts aux femmes. Il faut aller dans les campagnes marocaines, dans les campagnes. C'est un cliché. On est vraiment dans un cliché. Non, c'est pas la vie, les campagnes marocaines. Non, si on a un point de vue contraire, on est dans le cliché. Il y a dans les villes intérieures de l'intérieur du pays des villes où il n'y avait pas de présence de femmes du tout il y a 10-15 ans. Il y a de plus en plus d'espaces qui sont dédiés aux femmes. Ça se voit, il faut aller à l'intérieur du pays. Maintenant, est-ce que ça a été amplifié? Est-ce que ce phénomène de régression a été amplifié ou pas? On ne peut pas avoir de réponse. Il faudrait des instruments de mesure précis. Les télévisions. Moi, mon point de vue sur ça, alors, par un autre biais qui est totalement différent, la gauche traditionnelle, qui a abandonné les luttes politiques et sur le plan économique, s'est rabattue un peu partout dans le monde sur les faits de société. Sur l'idéologie. Et elle donne une ampleur à ces phénomènes, y compris. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que c'est 100 fois plus amplifié qu'avant. Et alors que la gauche a abandonné, par exemple, la syndicalisation des femmes qui travaillent. On n'en trouve plus jamais des femmes dans les syndicats. Il y en a c'est pour les hommes aussi. Et donc, c'est cette... Le combat, la sphère des combats, c'est un peu déréglé. Nous, on avait des repères, on les a un peu perdus. On fait, à mon avis, une extrapolation trop facile entre la gauche européenne, notamment française, qui va sur les sujets sociétaux, style défendre le droit des gays d'être gays, etc., ou mariage libre, etc., en abandonnant le champ habituel de la convention sociale. En Algérie, on n'a pas abandonné l'Algérie. Pourquoi les jeunes? Et un phénomène, on parle de modernisation, pourquoi les Algériens? Parce que l'autre grand phénomène des années Bouteflika, c'est le Kharga. Pourquoi les jeunes veulent autant partir en Occident? Est-ce que c'est uniquement un critère social? Est-ce que c'est uniquement la malvie? Il y a des gens qui ont des affaires. C'est un problème. Si, non. Oui, on va donner la parole aux femmes. Les femmes sont bonnes, les femmes émigrent. Elles sont mal dans le vivre ensemble algérien, elles sont mal dans le vivre ensemble algérien. Parce que la société empêche l'émergence des individus, parce que la société ne permet pas aux gens d'être différents, parce qu'on peut avoir un bon salaire, on peut avoir une bonne situation et vivre très mal dans une ville comme Alger, comme etc. Et donc, il y a de ce point de vue-là
une éviction parmi les élites, mais aussi parmi les gens qui ne sont pas nécessairement des musulmans. Si on n'en parle pas, Je sais pas besoin de m'exprimer là-dessus. Que la gauche a démissionné. Moi, j'entends ça au sens plus large. Des progressistes, des gens qui défendent des idées de progrès. Dans les années 70-80, on avait des militants qui allaient dans les quartiers populaires, qui faisaient des écoles populaires. Ça, c'est comme ça qu'on divise les idées. Les islamistes le font, il faut le dire. Ils font des cours, ils sont présents avec leur société. La gauche, les progressistes ne sont pas présents. Ils sont entre eux, dans un entre-soi, qui fait qu'après, ils se mettent dans une situation extérieure à la société, et après, ils plaquent sur toute la société tout ce qu'ils veulent, y compris leur délire. Le deuxième élément sur ce que disait Arsène, l'espace public, il y a un vrai problème dans nos villes. Il n'y a pas d'espace de convivialité. À Alger, vous vous réveillez le matin, vous avez votre femme ou votre fille, vous voulez aller quelque part, vous n'avez pas réellement. Il faut avoir beaucoup d'argent. Sinon, moi j'habite à Youssendé, je vais à la Sablette, c'est un espace public qui a été ouvert. Allez-y, vous verrez qu'il y a de la mixité. Les hommes et les femmes sont présents, et de toutes les couleurs. Il y a qui sont en hijab, il y a qui ne sont pas en hijab. Et donc, il faut regarder des choses autrement que par un autre soi. Il y a un vrai problème. Le Huffington Post sur ça. Alors, sur le Huffington Post, il y a eu un très bon papier sur ce sujet. maintenant, ça a existé. Attendez, on va prendre une petite pause parce qu'il y a encore. Tinine, oui, que j'ai beaucoup apprécié. Tinine, qui est la fille de Qadir Hussein. Alors, Pour l'équilibre de la mixité dans l'espace public, on peut ajouter qu'à la Sablette, il y aura bientôt la plus grande mosquée d'Afrique et qui va corriger un petit peu. Il y aura plus de La mosquée, c'est pas la Sablette, c'est de notre côté. C'est vrai que Hassan a dit tout à l'heure, il y a un point dont il a parlé. Je pense qu'il est là un point qui est terrible, c'est le contrôle social. On peut demander à la très belle Sounia qui est en face, dans son quartier, est-ce qu'elle vit sa vie à elle ou là Bent Houma? On est à Alger, c'est Bent Houma. On est dans une société où l'île de Houma a une espèce de droit de regard et une obligation de protection de Bent Houma. C'est une organisation sociale qui est comme ça. Elle est comme ça. C'est pas de la montée ou là. Elle est comme ça. Il y a des rapports sociaux dans la société algérienne, dans le douar, dans le village, qui sont pesants. Qui sont très pesants. Qui font qu'avant d'être soi-même, on appartient à la tribu, à la famille, au clan, ou des bleds, etc. Et il faut considérer. Alors, je vais vous proposer une petite pause parce que j'aimerais, dans un instant, on va revenir. J'aimerais qu'on parle un petit peu du projet islam, du projet de la religion, le projet de l'islam. Qui le porte aujourd'hui? C'est une grande question quand on voit un peu comment notre société avance. Une petite pause et on revient tout de suite après. Alors c'est parti pour la suite de votre CPP. On a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de discuter, ça je peux vous l'assurer. Je censurerai. Le projet islam. C'est ça qui a fait sortir de ses gants Saïd Jafar notamment. Alors, le projet de l'islamisme porté par Hamadesh, est-ce que c'est tout ce que l'on a proposé aujourd'hui? Je vous pose la question et je m'interroge sur la révolution qu'il peut y avoir aujourd'hui à l'intérieur de cette religion, à l'intérieur de notre religion. Qui peut la porter aujourd'hui? Je me pose la question sur l'association des ulama, je me demande où elles sont. Je me pose la question sur les mosquées. Je me demande quel travail elles font réellement, parce que il y a énormément à dire. Et quand on voit comment les choses évoluent et jusqu'où est-ce qu'elle peut aller, notamment avec la question ou l'actualité d'Aoud, on s'interroge. Saïd. Alors, c'est une colle. Je prends le temps de réfléchir. C'est une colle. Hein. En réalité, il y a une multitude de projets islamistes.
Il y a des mouvements politiques qui sont islamistes. Il y a l'État algérien qui est quand même, la religion de l'État, c'est l'islam. Il y a un article de la Constitution qui dispose que l'État s'interdit tout ce qui serait contraire à la morale islamique. Donc, tu es dans un pays musulman. Et la nouveauté, c'est qu'il y a des mouvements politiques qui veulent appliquer un autre type de système politique où la religion est celle qui régit l'ensemble des activités de la sphère publique, etc. C'est ça la question. Et à mon avis, Hamadesh n'est pas plus important que d'autres. Il y a des mouvements dans l'islamisme, il y a une telle variété qu'il serait un peu stupide de tout classer, de dire c'est la même chose. C'est pas vrai. Et dans l'islamisme, il faudrait quand même revenir aux fondamentaux. Ça représente quoi en termes social? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils représentent en termes de classe sociale? C'est toujours intéressant à développer. Je prends l'exemple de Shamsou qui passe sur une nahar. J'essaye d'aller un petit peu au fond des choses et je me demande si la pensée que l'on veut aujourd'hui, est-ce qu'elle est réduite à cela? C'est ça. Et je m'interroge sur les courants. Mais tu as Mohamed Aïssa qui en général censé quand même par les modernes en Algérie, qui trouvent que c'est un bon ministre, que c'est un modernisateur. Est-ce que vous pensez que la voix de ces gens-là est importante? Est-ce que la voix de ces gens aujourd'hui est importante? À mon avis, mais alors là, c'est un avis très personnel, le travail de fond dans les mosquées, et il y a un problème de formation des imams. C'est-à-dire, soit on dit... On parle, la mosquée, on la met de côté, soit on s'en occupe sérieusement. Il y a un vrai problème dans la formation des imams. Moi, j'ai assisté, je fais la prière, donc par passage, j'ai assisté à une scène qui m'a marqué. Il y a un jour un imam à qui permettait qu'on lui pose des questions. Donc, il y avait un boîtier, les gens venaient et posaient des questions. Il y a un jour quelqu'un qui a posé des questions sur le séisme. Qu'est-ce que c'est que le séisme? Et j'ai été très surpris d'écouter le jeune imam faire une explication sur la tectonique des plaques, etc. Ah, c'était super. Je dis, voilà la modernité qui rentre dans la mosquée. Mais quand il a tout terminé, il a ajouté, mais ولكن هذه الحجة العلمية ولكن على المستوى الديني au niveau de la religion الزلزال مرتبط بالفسق, c'est-à-dire la luxure, la débauche, etc. On est dans cette situation où l'explication scientifique n'apporte plus rien à la modernisation de la vision religieuse. Au Moyen-Âge, à la limite, l'explication un peu fantasmatique de l'origine du séisme peut passer. Mais en 2016, continuer à dire que le séisme est une punition divine est une aberration. Et le discours religieux peut s'adapter en disant très simplement qu'un séisme est une épreuve pour les gens où ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une manière d'évoluer plutôt que de rester dans le discours de la culpabilisation. Et ça, ce travail n'est pas fait. Moi, personnellement, j'aurais aimé que, pardon, je sais que j'ai allongé, j'aurais aimé que les imams soient astreints à des disciplines scientifiques, comme ça, dans leur formation. C'est un critère important. Qu'ils évoluent en même temps. Les courants de l'islam, les projets en Algérie dans les années Bouteflika. On réprime ceux qui portent un projet politique qui peut déranger. Ali Belhadj, il peut dire quelque chose de tout à fait anodin, il va être poursuivi. On laisse se développer les courants d'expression qui vont islamiser la société sur ses pratiques non politiques, sur ses pratiques de tous les jours. Voilà. Donc c'est Cheikh Shamsou qui va poursuivre, qui va essayer d'éduquer les Algériens pour qu'ils soient de bons musulmans, mais sans projet politique. Le Cheikh Shamsou
est un peu dans le rôle, voilà, qui est un peu le dans discours est dangereux. Il est dans le mainstream politique, c'est-à-dire qu'il va s'aligner derrière le hakim. Le problème n'est pas là. Donc, on est un peu dans le retour à une forme d'approche coloniale de la fonction religieuse. Ceux qui développent l'abêtissement des masses sont bons. À l'époque de la France, c'était une grande partie des Zouis, pas toutes les Zaouïas, mais une partie. Ceux qui vont éveiller les masses à leur autonomie politique, il faut les combattre. Et c'est les courants salafistes non scientifiques, ceux qui revendiquent la participation à la vie publique. C'est ça la démarche, encore une fois, utilitariste du régime, pour clore cette partie-là. D'où le sort très, très ambigu, l'attitude très ambiguë de la justice vis-à-vis de Hamadash. Oui. Il y a eu une attitude... moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens s'exclamer et féliciter la justice algérienne pour les 3 mois fermes. On a oublié de rappeler les faits. 3 condamnations à 6 mois de prison, dont 3 mois fermes, de cet imam illuminé Hamadash qui a appelé le gouvernement algérien, autoproclamé, qui a appelé à ce que le gouvernement algérien exécute pour blasphème l'écrivain Kamal Daoud, l'écrivain journaliste Kamal Daoud. 3 mois de prison ferme, c'est dérisoire. Le procès a mis très longtemps pour se tenir. Je revendique pas la répression. Je suis pas. Ali Belhadj, je m'offusque quand il est attaqué. À chaque fois qu'il est attaqué, quand il s'exprime. Voilà. Donc voilà la double attitude extrêmement utilitariste du régime qui rentre dans la grille d'analyse qu'a proposé Saïd tout à l'heure. Peut-être avant de parler du fond de cette question, de cette actualité à propos de Daoud, et pour revenir sur cette affaire, j'ai comme l'impression que c'est une affaire qui n'a pas été assez portée par les Algériens. Ça aurait dû être, à mon avis, ça ne m'arrive pas souvent de donner mon avis, mais ça aurait dû être le grand procès ou la grande affaire qui aurait été l'affaire d'une décennie de bataille contre l'intégrisme aujourd'hui et l'obscurantisme. Rien, c'est un petit procès. Kamel Daoud n'y est même pas allé, même s'il est dans le plâtre. Même s'il est dans le plâtre. Mais enfin, il y a comme une espèce de déception. Et à ce moment-là, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Où sont les éclaireurs ? Où sont les avant-gardistes ? Où sont ceux qui ont lutté pendant combien d'années contre l'intégrisme aujourd'hui ? J'ai pas envie de reprendre et ce procès aurait dû... Ce procès peut-être aurait dû être le procès de... Moi, je suis très perturbé par le fait que dans la société algérienne, le fait que Hamadash puisse exister et s'exprimer comme ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer dans la société allemande, 20 ans après la chute du nazisme, des prédicateurs néo-nazis. C'est en train de passer aujourd'hui, on est à 60 ans après. Mais dans les 15-20 premières années, c'était impensable que quelqu'un vienne dire la race allemande est supérieure ou vienne tenir un langage qui rentre dans la trame idéologique de ce qui a fait... Parce que la société le refusera. Parce que la société le refusera. La société algérienne, et c'est là où tout le problème réside, peut avoir de la permissivité avec une fatwa qui porte pas son nom complètement, mais c'est une fatwa. Hamadash a fait une fatwa. Il dit... Les règles islamiques devraient faire en sorte que l'État exécute quelqu'un qui parle comme Kamal Daoud. Et c'est très, très gênant de voir effectivement pourquoi il n'y a pas eu de grand procès. Parce qu'il n'y a pas eu une grande indignation dans la société. Alors, on peut aller plus loin. Pourquoi il n'y a pas eu une grande indignation ? Parce que l'identité des acteurs qui portent le discours anti-islamiste fait problème. Kamal Daoud ne devrait pas porter, comme il le fait, la façon dont il le fait, les lieux où il le fait maintenant, porter ce discours. Moi, je suis complètement solidaire avec Kamal Daoud sur un volet. C'est de voir qu'après les années 90, après tout ce qu'ont fait les islamistes radicaux, les islamistes avec l'aile djihadiste, ils puissent aujourd'hui prétendre reproduire ce type de raisonnement qui amène Hamadash, qui amène des comportements d'atteinte aux femmes dans l'espace public, etc., puissent le porter à nouveau. C'est une défaite, c'est une immense défaite. Daoud le fait dans son style de poète fou. Il le fait en agressant souvent des gens qui ne sont pas dans la trame qu'il attaque, etc. Il est à la fois brillant et très maladroit. Il devient tout à fait suspect du point de vue du cœur de la société algérienne quand c'est un débat entre Algériens. Moi, je suis solidaire avec lui parce que il faut dire à ces gens-là leur vérité. Mais quand il porte ce débat à l'étranger où il y a d'autres enjeux, notamment en France où il y a une vague islamophobe immense et qu'il ne tient pas compte de cela,
il se perd et il s'est perdu. Il s'est perdu, j'espère pour lui qu'il va se ressaisir et le comprendre, mais il se perd. Mais pour revenir à pourquoi il n'y a pas eu de grand procès, c'est parce qu'il y a encore une permissivité dans la société algérienne vis-à-vis de ce type d'attitude. Enfin, Voilà. Et c'est Bouteflika, et c'est la responsabilité de Bouteflika. Je peux ajouter quand même, s'il n'y a pas eu de grands procès, de grande indignation, c'est qu'on a résolu les années de conflit par une politique d'amnésie. Voilà, c'est-à-dire que le grand débat, ce n'est pas aujourd'hui, c'était au moment de la sortie de la crise, on met à plat, puisqu'on en dit, Ali Belhadj était disposé aussi à le faire. Il était disposé, il disait, je suis prêt à assumer ma part de responsabilité, mais mettons à plat tout. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, on est trop souvent enfermé dans notre propre vision de voir. Si on met à plat tout, c'était la manière dont la crise a été résolue, la réconciliation, etc., a été une sortie. Aujourd'hui que Hamadesh existe, c'est parce qu'on n'a pas résolu. C'est-à-dire, la manière dont tout ça s'est résolu, c'est que l'idée de violence n'a pas été extirpée par un vrai débat national, par une verbalisation du traumatisme, parce que nous vivons dans le traumatisme. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'expression. Ce procès, c'était une occasion ratée, en fait. C'est un peu ce que je disais. C'était une occasion ratée de rattraper peut-être un débat qui n'aura peut-être jamais lieu. C'est trop petit pour que ça soit Hamadesh qui serait le son Non, le débat est d'ordre national. C'est une question politique. L'Afrique du Sud, quand elle a décidé de résoudre son problème, l'a résolu par un débat national ouvert. Ce n'est pas comme ça. Oui, Abd. Oui, moi, je voudrais revenir au CPP et je me demandais un petit peu si la déclaration de Hamadesh est aussi grave que le 4e mandat. Oui. On s'offusque un petit peu. On constate, on s'indigne qu'il y a des faits qui ne suscitent pas l'indignation à laquelle on pouvait s'attendre. Le 4e mandat, je vous rappelle que l'ensemble de la représentation politique nationale nous a menti pour imposer le maintien d'un pouvoir qui était illégal. Comment ça, l'ensemble ? L'ensemble de la représentation politique. De la représentation. C'est bien dire, l'ensemble de la représentation politique. Gouvernement, haute administration, tout ce monde-là. Je vous rappelle, plus que la déclaration de Hamadesh, qui est très grave. Si, dans un autre contexte de pays normalisé qui fonctionne bien, elle aurait fait le débat politique pendant une année. Mais nous sommes dans un pays où on a eu un jour un communiqué officiel de la part qui disait que le président Bouteflika a eu un accident ischémique transitoire sans séquelles. Rappelez-vous ce communiqué. C'est un mensonge de l'État algérien. Pour moi, il est 100 fois plus grave que la déclaration de Hamadesh. Et donc, un pays qui a perdu son immunité pour répondre à des choses aussi graves, Hamadesh, il y en aura 100, ça fera rien. Il y a une violence qui peut s'exercer à long terme, mais il y a une violence qui peut avoir des conséquences rapidement. La violence dont tu parlais, la violence dont on parle, et depuis le début, elle n'est pas que en rapport avec la religion, elle est aussi en politique. Quand on écoute Ahmedou Yahya, aujourd'hui, qui a un poste très important, dénoncer l'opposition et considérer qu'il y a une main étrangère, c'est aussi un appel à la violence, c'est aussi un appel à des réflexions qui pourraient être dangereuses, qui pourraient avoir des conséquences. Donc on n'est pas uniquement dans la religion, on est aussi dans la politique, une violence qui est partout finalement. On a Ouyahia, on a Hamadesh, on a toutes ces manifestations de la violence dans la vie quotidienne, les injustices au jour le jour. Et puis, il faudra bien revenir, se poser la question sereinement et se dire, le nœud, il est où ? Le nœud, il est où ? Le nœud, est d'abord politique. Remettre en place un pouvoir légitime qui puisse recrédibiliser les institutions pour qu'un jour, la justice fonctionne correctement et qu'un procès comme celui de Hamadesh soit jugé dans des conditions d'une justice indépendante, une vraie justice, comme on l'entend dans tous les pays du monde. On peut pas
occulter ce constat que le nœud de la question est d'abord politique. Voilà. Et que les solutions ne sont pas apparentes. La révolution, on risque d'avoir une révolution qui t'inquiéterait. Donc, il faut vraiment aller chercher les consensus. C'est vraiment trouver la manière de remettre en scène un État. Nous n'avons pas d'État. Nous avons un pouvoir. C'est une réalité. Nous n'avons pas d'État. Et comme l'a écrit Kamel Daoud, nous sommes à une période de sommation. On te somme. Hamed H a fait une déclaration, il faut que tu réagisses. Ou Yahya a fait une déclaration, il faut que tu réagisses. Et tous ces gens-là, et moi je dis, il fallait réagir le jour du 4e mandat, le jour du 3e mandat, à la limite. Je peux être d'accord avec Ihsan parce qu'on a écrit un texte ensemble le jour du 3e mandat, le jour où la Constitution a été violée. Donc, il faut revenir au fond des choses. Alors, pour faire le lien peut-être avec la thématique du CPP un peu particulier d'aujourd'hui, c'est que finalement, la mère de toutes les modernisations, puisqu'on parlait de ça, c'est quand même la modernisation de la vie institutionnelle, de la vie politique de l'État. Et si on n'a pas engagé celle-là, effectivement, après la régulation de la société et sa modernisation, c'est plus difficile. Voilà. Bon, ben on va terminer là-dessus. On est tiré. Merci monsieur, c'était très intéressant. À jeudi. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.